Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc aujourd'hui on va voir ensemble la peer group analysis. Donc c'est une des manières d'analyser une action. Il y en a trois, il y a la SWOT, la Peirce et la DCF. La SWOT c'est plus une analyse de marketing que Monsieur Gillissen nous présentera et nous expliquera. La Peirce analysis et la DCF c'est deux méthodes purement quantitatives. Donc aujourd'hui on va voir ça la Peirce analysis. Et il est important de respecter cet ordre-ci. Pourquoi? Parce que la SWOT va avoir un impact sur votre Peirce qui va avoir un impact sur la DCF. Donc il faut toujours essayer de suivre cet ordre-là quand vous commencez à analyser une action. D'abord faire le qualitatif, puis rentrer dans du quantitatif, à savoir la Peirce, la DCF, et commencer par la Peirce puis la DCF. Parce que ça va avoir un impact sur vos assumptions. Pour la DCF et la DCF, on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc le plan de la présentation, donc on va commencer par une petite introduction. Ensuite, on va voir comment choisir ses Peirce. On va voir l'analyse via deux approches, la règle de 3 et le Selected Multiple Range. Et puis, bien évidemment, il y aura une conclusion. Ok. Donc, on commence avec l'introduction. Pour rappel, il y a deux principaux axes, deux grandes approches pour calculer la valeur d'une action. La première, c'est une approche en coupe instantanée. C'est celle de la Peirce, donc c'est-à-dire que ici, comme vous pouvez voir sur le graphique, on est toujours au temps T0, il y a VI0, VK0, VL0, VZ0. I c'est notre action et là c'est le temps. Donc on va voir l'action K au temps T0, l'action L au temps T0, l'action Z au temps T0. Toutes ces actions c'est comparables à l'action I. Donc on va calculer à l'instant T0 vraiment maintenant. Donc c'est très facile la méthodologie de la Peirce. C'est basé sur des règles de 3 avec comme base un multiple constant, une grandeur commune. Cette grandeur commune sera tantôt la médiane, tantôt la moyenne. On va voir pourquoi est-ce qu'on doit utiliser des fois une médiane, pourquoi est-ce que c'est mieux parfois d'utiliser une moyenne. Et ici, le risque, il est reflété dans le choix des comparables. Donc, si vous choisissez mal vos comparables, automatiquement, votre Peirce va être biaisée et elle ne sera pas bonne. Donc c'est une analyse qui est basée sur les multiples et c'est-à-dire les ratios financiers entre comparables, entre les Peirce. Comme j'ai dit, la méthodologie est très simple, mais c'est le choix des comparables qui est crucial et compliqué. Grandeur commune, c'est la médiane ou la moyenne des ratios financiers des comparables. Il y a donc deux approches, la règle de 3 et le Selected Multiple Range. Vraiment, le plus dur, c'est de choisir les Peirce. Vous allez vous comprendre au fur et à mesure de la vidéo, et c'est vraiment le moment crucial parce que le risque, il est reflété dans le choix des comparables. Et l'autre approche, c'est l'approche en flux futur, c'est-à-dire l'approche actuarielle. Ici, on va calculer une valeur intrinsèque et le risque il est reflété dans le choix du taux d'actualisation. Donc ici, on va voir DI1, DI2, DI infini, c'est tous les flux futurs qu'on anticipe, qui nous servent de valeur pour l'entreprise, qu'on va actualiser au temps T0. Ici, c'est que relatif vis-à-vis de l'entreprise. Notre entreprise qu'on analyse. Maintenant aussi, une chose qui est importante sur ce graphe-là, et qu'il faut noter, c'est que avec l'approche ici purement actuarielle, on calcule une valeur intrinsèque qu'on appelle une fair value. Ici, par contre, on ne calcule pas une valeur intrinsèque. Ici, on price, on calcule le prix. Ici, on va pricer, ici, on va faire de l'evaluation, et ici, on va pricer. C'est pas la même chose, parce qu'ici, on est au temps T0 et on compare l'entreprise dans un parc, dans un ensemble d'entreprises qui lui sont comparables, vis-à-vis à comment est-ce que le marché price et donne un prix aux autres actions qui lui sont comparables. Donc ça, c'est la première chose à faire, à distinguer entre ces deux notions. On l'appelle aussi relative valuation. Vous trouvez plus le mot relative valuation dans les lectures américaines et peer group analysis dans les lectures plus anglo-saxonnes. Donc ici, comme j'ai dit, on va évaluer les actifs en fonction des comparables qui lui sont similaires. Et ils sont pricés, c'est pas de la valuation, c'est pas de la valeur intrinsèque, c'est un prix. Il y a une différence entre prix et valeur. D'ailleurs, c'est ce que Warren Buffett a dit. Warren Buffett, donc des plus grands financiers au monde. Price is what you pay, value is what you get. Il y a une différence entre le prix et la valeur, c'est pas la même chose. Et la DCF, donc comme j'ai dit, c'est une valeur intrinsèque. Les deux sont interconnectés, mais il se peut que parfois vous ayez des valeurs différentes. Pour la simple et bonne raison que le prix et la valeur, c'est deux notions qui sont différentes et qu'on espère vont tôt ou tard converger l'une vers l'autre pour que notre analyse soit réussie. Donc on en reparlera d'ici
la peer group analysis d'implied value, tandis que dans la DCF, on parlera d'une fair value. Donc, le jour où vous analysez une action et que vous voyez que vous avez une DCF du feu de Dieu, que la DCF c'est un strong buy, mais que vous voyez que votre peers, elle met un alt loss, hold ou bien un sell, ça peut arriver parce que c'est deux manières différentes d'analyser l'action. Et inversement aussi, vous pouvez avoir une peers qui vous dit il faut acheter, tandis que la DCF vous dit qu'il faut vendre ou qu'il faut garder. Ça peut arriver que les deux avis convergent simplement parce qu'il y en a une qui va dans le futur et une qui est basée au temps T0. C'est deux manières différentes de faire d'analyser l'action. Donc Dan Modaran, qui est un très grand prof de finance à l'université de New York, dans un de ses podcasts que j'avais regardé, il avait dit que la plupart des valuations à Wall Street maintenant sont des relative valuations et que 85% des equity research que même vous, si vous en trouvez, sont basés sur des multiples et des comparables. Et 50% des M&As sont basés sur des relative valuations. Les M&A, c'est les mergers and acquisitions, c'est les deals de fusion-acquisition. Ils sont basés beaucoup sur les relative valuations. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je pense que je ne pense pas, c'est Dan Modaran qui explique qu'en fait, l'avantage entre guillemets des relative valuations, c'est que on a des chiffres du marché sur lesquels se baser. Ça veut dire que si jamais on doit se justifier vis-à-vis de notre employeur qu'on est broké et qu'on doit dire ouais mais pour le moment j'ai faux mais regarde j'ai des chiffres sur lesquels m'appuyer en fait, c'est ça l'avantage, tandis que la DCF elle c'est que des assumptions et c'est propre à l'analyste. La différence elle est là, c'est pour ça qu'on retrouve plus des relative valuations que des DCF dans les equity research parce que c'est plus confortable de s'appuyer sur des données de marché, des données réelles que sur des assumptions. Ok, donc on va définir d'abord qu'est-ce qu'un peer. Donc un peer, c'est tout simplement une entreprise qui est similaire. Peer veut dire comparable, semblable à celle qu'on analyse. De manière purement théorique, c'est une entreprise qui est pile poil, noir sur blanc, sur papier, la même que la nôtre. Maintenant, c'est la théorie, ça, parce que dans la pratique, ça n'arrivera jamais que vous trouverez une entreprise qui est pile poil la même que celle que vous analysez. Par exemple, si vous prenez une entreprise comme Google, je vous mets au défi de trouver 6 comparables à Google, 6 entreprises qui lui sont similaires. Ou encore Amazon, c'est très dur d'avoir des entreprises qui sont similaires parfois. Et parfois la peers d'ailleurs est biaisée. Parce qu'on ne trouve pas des bons peers et une entreprise est tellement unique qu'elle n'a pas d'entreprises qui lui sont comparables. Alors, le but de peers, c'est qu'elle ait le même business profile, le même financial profile que l'entreprise qu'on analyse. Qu'est-ce qu'on entend par là? Tout d'abord, c'est d'avoir le même secteur, d'offrir le même produit et service, d'avoir les mêmes consommateurs et les mêmes end markets. Les end markets, je vais revenir dessus, cette notion-là plus loin. Elle est très importante, c'est les cibles que l'entreprise touche en fait sur le marché, les canaux de distribution, la géographie, la taille, la profitability, le profil de croissance, le retour sur investissement et le credit profile. Donc la manière dont elle est rentable, je ne trouvais plus la traduction en français, excusez-moi. Donc voilà, même secteur, même marché, même location géographique, même business, enfin pour moi, même taille. Par conséquent, si on a bien sélectionné les peers sur base de ces critères, on devrait avoir des ratios financiers qui sont similaires et des market capitalization aussi qui sont similaires. Ici, il n'est pas marqué, mais il faut que les market cap normalement soient similaires. J'attire aussi votre attention sur cette phrase-ci, je pense que c'est la plus importante du slide, c'est que un compétiteur n'est pas nécessairement un peer, mais un peer est nécessairement un compétiteur. Donc, concurrent n'est pas nécessairement comparable, mais comparable est nécessairement concurrent. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que même si vous avez un concurrent qui a le même business profile, il vaut la même chose que vous, etc., mais si sa taille est trop petite par rapport à l'entreprise que vous analysez, elle n'est pas comparable. L'aspect financier, à cause de l'aspect financier de la chose, on ne peut pas la comparer à cette entreprise-là parce qu'ils n'ont pas la même taille, donc automatiquement des ratios financiers vont être différents et la valuation va être biaisée parce que vu que la valuation va être basée sur les ratios financiers qu'on calcule à partir de nos peers, si nos peers sont mal sélectionnés au départ, ça sera foutu d'avance. Donc aussi un truc très très important, c'est que la peer group analysis c'est bel et bien une analyse financière et non une simple analyse marketing ou de marché ou de compétitivité. Qu'est-ce que j'entends par là? Souvent on pense que voilà, les comparables c'est très facile à trouver, on prend les concurrents et on les a directement. Non, comme j'ai dit, concurrent n'est pas nécessairement peers, mais peers est nécessairement concurrent. Donc
c'est vrai que c'est une bonne première approche de chercher après les concurrents pour après trier et regarder qui sont vraiment des comparables dans les concurrents. C'est une très bonne première approche. On va y revenir par la suite. Mais ne soyez pas non plus trop concentré sur le fait que ce soit un concurrent pour que ce soit un Pierce. Du coup, il est souvent nécessaire de faire plusieurs screenings après une première section intuitive des Pierce pour être sûr que l'entreprise qu'on sélectionne ont intérêt à être comparées et à ce qu'elles soient comparables. Et au final, le plus dur dans la Pierce analysis, c'est de choisir convenablement ses Pierce. Pourquoi? Parce que comme je l'ai déjà dit, le risque est reflété dans le choix des Pierce. Vraiment, vous allez vous en rendre compte quand vous allez commencer à faire une Pierce valuation que le plus compliqué, le plus dur, ce qui va vous prendre le plus de temps, c'est la sélection des Pierce. Maintenant, parfois, il y a des entreprises pour lesquelles les Pierce sont très facilement sélectionnables. Si vous prenez une entreprise de voiture, par exemple, prenez BMW, les Pierce de BMW sont très faciles à trouver. Daimler, le groupe Mercedes, Ford, General Motors, Toyota, Fiat Chrysler aussi, le groupe Fiat Chrysler, enfin voilà, c'est des Pierce qui sont facilement trouvables déjà intuitivement, parce que c'est des gros groupes qui ont souvent la même taille en termes de production, d'exploitation, peut-être pas de marché, mais la structure est souvent la même, donc ça c'est plus facile. Maintenant voilà, comme j'ai dit, si vous prenez une entreprise comme Google par exemple, ou même Facebook, c'est très dur d'avoir une entreprise similaire à Facebook et à Google. Donc c'est vraiment la partie la plus dure, c'est celle-ci, c'est la sélection des Pierce. Donc maintenant comment les sélectionner? Donc se baser sur les critères qu'on a mis au slide 3, Business Profile et Financial Profile. Ce qui est bien aussi, c'est comme j'ai dit, c'est d'utiliser Internet ou Capital IQ. Donc si vous allez sur Capital IQ à la salle des marchés, il vous propose déjà une plage prédéfinie de Pierce, non exhaustive bien évidemment, mais qui sert de bonne base pour commencer son analyse. Vous pouvez aussi aller sur Internet, tout simplement taper Pierce of, je sais pas moi, Amgen par exemple, l'entreprise Amgen, Pierce of Amgen, vous allez trouver les Amgen. Vous allez trouver les Pierce d'Amgen sur Google, faites des sélections de Pierce et après vous pouvez trier quoi. Donc de manière plus théorique, je vais classer ça en 4 grandes étapes. Maintenant, je dois vous avouer que pour sélectionner convenablement le Pierce, on doit s'y prendre de manière plus précise que ce que je vais vous expliquer maintenant. Mais là, c'est pour gagner du temps. Et on n'a pas le temps non plus de spécialement faire tous des screenings financiers avec 38 compagnies. Normalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais là, je vais vous montrer un chemin plus rapide et qui n'est pas pour autant moins efficace, bien évidemment, pour sélectionner vos Pierce. Donc, d'abord, tout simplement, on choisit un large univers de Pierce via un premier screening qui est assez intuitif et qu'on base souvent sur l'industrie. Comme j'ai dit, vous allez prendre par exemple les Pierce de Fiat. Intuitivement, vous allez penser à Peugeot, Opel, BMW, Audi, Citroën, Toyota, Daimler, tous les constructeurs de voitures qui vous prennent par là, qui vous passent par la tête, ou bien par Internet, ou bien par Capital IQ. Donc, ici, j'ai fait une petite capture d'écran d'une ancienne analyse d'un ancien membre de l'Investing Group qui s'appelait Jürgen. Il avait analysé l'entreprise IBM. C'est une entreprise pharmaceutique, une biotech plutôt que pharmaceutique, qui fait de la protonthérapie. C'est un traitement alternatif à la chimiothérapie contre le cancer. Pour son premier screening, il avait 38 comparables. Ça arrive, et c'est ce qui va très certainement arriver. Vous allez avoir une vingtaine de comparables, 15-20 comparables. Bien évidemment, c'est trop. Il faut encore trier pour vraiment sélectionner la crème de la crème dans ces 38. Donc le premier, franchement, c'est allez-y. Prenez tout ce qui vous passe par la tête, mettez-les, pensez, et après on arrivera après au deuxième screening. Donc après, comment est-ce qu'on fait le deuxième screening? On regarde les end markets, le secteur, la taille et la localisation des ventes. Donc on va faire d'abord un screening sur le business profile et puis ensuite sur le financial profile. Pourquoi faire ça? Parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de d'abord trier une première fois sur le business profile plutôt que le financial profile. Si vous avez 38 compagnies et que pour les 38, vous voulez déjà commencer à comparer les ratios, rien que le fait de remplir votre tableau Excel avec 38 compagnies et remplir les tableaux, les ratios, etc. dans le tableau, ça va vous prendre un temps fou. Donc, on va d'abord supprimer une bonne partie des pires sur base du business profile et surtout sur le end market, le secteur, la taille et où elle va, où est son marché. Ici, je vous donne un petit exemple. Voilà. Vous faites une analyse sur une entreprise qui est spécialisée dans un nouveau système de chauffage au sol. Vous faites votre premier screening. Vous voyez que Bosch fait aussi du système du chauffage au sol. Puis après, donc votre premier screening, dans le deuxième, vous regardez qui est comparable et qui n'est pas comparable sur base du business profile. Donc
surtout des end market, sector, size and sell localization. Et vous rendez compte que en fait Bosch, il est dans l'energy and building technology, donc où se trouvent les systèmes de chauffage au sol. Ça représente que 7% du chiffre d'affaires. Et on ne sait même pas, règle ça sert d'aller plus loin de toute manière, combien représentent les systèmes de chauffage au sol dans les 7%. Règle déjà ça, en voyant que c'est le minoritaire et que Mobility Solutions, c'est 60% du chiffre d'affaires de Bosch. L'entreprise qu'on compare n'a pas intérêt à être comparé avec Bosch, tout simplement. Donc, encore un autre exemple. Vous faites une analyse sur la Maison du Monde. C'est une entreprise qui vend des articles de décoration et qui va essentiellement en Europe, donc plus de 90% du CA, du chiffre d'affaires. Et vous voyez que dans vos peers, sur Capital IQ vous donne la peers at home, qui est aussi une entreprise qui vend des articles de décoration, mais aux États-Unis. Donc, vous vous renseignez sur At Home et vous vous rendez compte que At Home, comme vous pouvez le voir, vend à 100% aux États-Unis. Ils ne sont présents que dans les États-Unis. Pourtant, ils avaient l'air d'avoir la même taille, etc. Eh ben, ils n'ont pas intérêt à être comparés parce que eux, ils vendent en Europe, Maison du Monde vend en Europe et At Home vend aux États-Unis. Donc, ça, c'est un piège aussi à faire attention. Encore un autre exemple. Ça n'a aucun sens, par exemple, de comparer une Big Pharma comme Johnson & Johnson. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est un des plus gros groupes pharmaceutiques au monde. C'est l'entreprise américaine qui cotait au Dow Jones. Avec une start-up d'objectologie sous prétexte qu'elle a une technologie beaucoup plus innovante pour des produits et des end markets similaires à Johnson & Johnson. Donc même si vous avez une petite start-up qui fait un produit similaire à votre grosse entreprise et qu'elles sont concurrents parce qu'ils vendent le même produit, ils sont attaquent le même marché, ça ne sert à rien de comparer une start-up à un géant comme Johnson & Johnson. Donc il faut faire attention à la taille aussi. Donc une fois qu'on a fait ce screening là, il doit nous rester normalement moins de 10 peers. Il doit vous rester entre 0 et 10 peers simplement. Si vous en avez encore plus de 10 peers, c'est beaucoup. Maintenant ça peut arriver. L'analyse n'est pas l'autre, mais normalement il doit vous rester maximum une dizaine de peers. Là on peut commencer le screening financier et se baser sur le financial profile. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va se munir de quels documents? Des rapports annuels qu'on appelle les 10K. Les 10K sont des formats standardisés des rapports annuels pour les entreprises américaines, mais pas que. BMW, par exemple, vu qu'elle sait qu'elle a des investisseurs aux États-Unis et que les investisseurs américains sont habitués à travailler avec les 10K, ils rendent aussi leur rapport annuel sous forme de 10K. C'est juste une forme standardisée de compte annuel, les 10K. Avec quoi on va les comparer? Avec les ratios. C'est un peu l'essence de la peers, je n'arrête pas de le répéter depuis tantôt. Quels ratios? Les plus utilisés et les 4 que je préconise, maintenant c'est juste mon avis et c'est propre à l'analyse et c'est propre aussi à l'entreprise que vous allez analyser. Je vais revenir là-dessus un peu plus en détail dans quelques instants. Les 4 que je vais prendre dans ma présentation, c'est EV EBITDA, EV Revenue, Price to Earning Ratio et le Price to Sales. EV, ça veut dire Enterprise Value, la valeur d'entreprise. Et bien faire attention qu'ils ont les market cap similaires, ça n'a aucun sens de comparer une nano cap à une large cap par exemple. C'est complètement ridicule. Donc voilà. Après avoir fait encore ce screening là sur le rapport financier, donc on doit bien faire attention qu'elles ont des ratios qui sont similaires. Ils ne doivent pas être trop distants l'un de l'autre. On va faire un dernier screening entre guillemets. On va bien regarder une dernière fois en profondeur afin d'être sûr qu'elles sont intérêt à être comparées. C'est une sorte de double check. Donc après le screening financier, normalement vous êtes passé d'une dizaine de peers à 6 peers. À 6 ou 8 peers normalement. Et pour sélectionner les dernières peers, il faut encore faire un dernier double check et regarder vraiment celles qui ont intérêt à être comparées entre elles et celles qui sont comparables tout simplement. Ici par exemple, pour revenir à l'analyse de Jürgen que je parlais tantôt, il en avait 9 après son screening financier, il en a retenu encore que 6 parce qu'il a fait un double check et s'est rendu compte que c'était vraiment ces 6 là qu'il fallait garder. Normalement, en général, 6 peers c'est le maximum que vous devrez avoir. C'est très dur d'avoir plus de 6 entreprises similaires. Maintenant, ça peut arriver. Donc voilà comment est-ce qu'on sélectionne les peers. C'est une manière. Bon, là, c'est beaucoup de la théorie. Vous allez vous en rendre compte en pratique que c'est beaucoup plus compliqué que ce que ça en a l'air maintenant sur la vidéo. Donc une fois qu'on a ça,
on peut commencer l'analyse. La première chose à faire, voilà, c'est tout simplement ici maintenant remplir un tableau de la sorte. Donc vous allez mettre vos peers. Ici j'avais analysé BMW à 2 heures d'ici, je pense. Vous mettez Daimler, Renault. Voilà, moi mes peers, ça c'est Daimler. Daimler c'est le groupe Mercedes, Renault, Volkswagen, Ford, Honda et General Motors. Ok. Vous allez prendre à chaque fois EV, EBITDA, revenu, share price, net income, preferred dividends, total earning, etc. pour calculer vos 4 ratios EV, EBITDA, EV revenue, price to earning ratio et price to sales. Donc ça, c'est tous les inputs que vous allez avoir besoin pour vos 4 ratios. Encore une fois, ces 4 ratios, c'est les ratios que moi je préconise et ça sert de base. Maintenant, il y a des ratios qui sont plus utiles que d'autres pour certaines entreprises, mais voilà. Typiquement, un ratio à cette dichotomie-là. Donc on aura au numérateur ce qu'on paye pour l'action et au dénominateur ce qu'on a en retour. Si je reprends EV EBITDA, on paye l'EV, on reçoit l'EBITDA. EV revenu, on paye l'EV, on reçoit le revenu. Price to earning ratio, on paye le prix et on reçoit l'earnings. Price to sales, on paye le prix et on reçoit les sales. Ça tourne toujours autour de cette histoire-là. Numérateur, c'est ce qu'on paye, dénominateur, c'est ce qu'on a en retour. Pour avoir la market value, le prix, l'EV, les earnings, le revenue, le cash flow, la book value aussi, book value to equity, book value to debt, free cash flow to firm to equity, EV net income, EV EBIT. Vous pouvez avoir aussi par exemple EV customers, EV subscribers. Pourquoi est-ce que subscribers? Par exemple pour analyser Facebook, vous allez très certainement, ou bien même Twitter ou n'importe quoi, vous allez très certainement avoir besoin du ratio EV user. Mais le ratio EV user n'a d'intérêt que pour une entreprise comme Facebook ou comme Twitter, un réseau social. Si vous prenez une entreprise comme, je ne sais pas moi, Walmart par exemple, ou même Coca-Cola, le ratio EV user n'aura aucun sens. Les ratios sont propres à l'analyse. C'est la formule d'enterprise value. Donc on parle beaucoup d'enterprise value. Je sais que ce slide-là peut sembler sortir de nulle part, mais vous en avez besoin, c'est pour ça que je l'ai mis. C'est tout simplement la formule de l'enterprise value qui nous dit que l'enterprise value c'est la somme de l'equity plus la dette totale, plus le preferred stock, plus le non-controlling interest, moins le cash. Donc un petit rappel sur les 4 ratios que j'ai parlé. Le price to ratio c'est le prix par action divisé par le bénéfice par action. Le price to sales, c'est tout simplement le prix de l'action divisé par le revenu par action. EV, EBITDA, c'est l'enterprise value divisé par les bits, tout simplement. Et EV, revenu, c'est simplement la valeur d'entreprise divisée par les revenus. Il y a 2 autres aussi ratios qui sont souvent utilisés, c'est EV sur sales et EV sur EBIT. Maintenant, pourquoi est-ce que la question serait possible de se dire pourquoi est-ce qu'on prendrait EV, EBITDA plutôt qu'EV, EBIT? Si vous prenez déjà la plupart des analyses et des equity research reports, etc., vous vous rendez compte que les analystes ont tendance à plus utiliser EV EBITDA qu'EV EBIT. Il est beaucoup plus utilisé, l'EV EBITDA que l'EV EBIT. Pourquoi? Déjà, ce qui est bien avec ces 2 ratios, que ce soit l'EV EBIT ou EV EBITDA, c'est qu'ils sont indépendants de la structure du capital, contrairement au price to earning ratio. Le price to earning ratio, il est dépendant de la structure du capital. Pourquoi? Parce qu'au dénominateur, on a des earnings. On a le net income. Qu'est-ce qu'on entend par net income? Déduit de taxes, déduit de dépenses d'amortissement, etc. Et vous savez que les earnings, ça dépend de la structure du capital parce que au plus on se financera par la dette, au plus on aura des charges de terrain et au plus le bénéfice sera petit. Donc c'est pour ça que on dit qu'il est dépendant de la structure du capital. A l'inverse, EV et EBITDA, eux, ne le sont pas. Parce que c'est avant dépenses de charges d'intérêt. Et qui plus est, l'EBITDA, l'avantage qu'il a ici, on n'exclut pas les DNA. Donc c'est déjà d'une part c'est plus représentatif du cash, c'est le saut de cash flow. Pour rappel, les DNA sont des non-cash expense. Ce qu'on entend par là, c'est des dépenses qui n'engendrent pas une sortie de cash. Et qui sont décidées aussi en interne et propres à l'entreprise. Donc quand vous faites une dépense une dotation aux amortissements, si vous vous souvenez de vos cours de comptabilité première, vous débitez une charge et vous créditez un compte de classe 2 pour réduire la valeur de l'actif, de l'immobilisation. Et en contrepartie, c'était une charge. Mais cette charge, elle est interne dans l'entreprise. Il n'y a pas de sortie de cash, il n'y a pas de dette. C'est pas comme une facture de téléphone du service ébat divers. Service ébat divers, c'est charge à fournisseur. Débité classe 6, crédité fournisseur.
Là, vous allez avoir une sortie d'argent qui va être future, c'est sûr, c'est parce que vous allez devoir payer votre fournisseur, mais la DNA pas, l'amortissement pas. Je reviendrai plus sur cette notion de cash, non-cash expense dans la vidéo, sur la vidéo de la DCF. Donc, c'est plus relatif du cash. Les règles d'amortissement sont différentes d'entreprise en entreprise et de pays en pays. Il se peut très bien que des entreprises qui sont totalement similaires, mais vraiment pile poil les mêmes, achètent une même voiture et que l'entreprise A décide de l'amortir en linéaire 5 ans et l'entreprise B décide de l'amortir en dégressif linéaire 4 ans. Automatiquement, ça va avoir un impact sur la dépense d'investissement et sur la différence entre les l'EBITDA et les l'EBIT. De plus, on peut aussi voir que ça arrive qu'il y ait une augmentation énorme de DNA pour l'année courante d'une entreprise et l'autre, ça sera pour les années à venir parce qu'elle attend, elle reporte ses dépenses finalement une période ultérieure. Dans cet intervalle, il peut y avoir une disparité entre les marges d'EBIT et les marges d'EBITDA, mais l'EBIT reste quand même parfois assez pertinent pour les entreprises qui ont énormément d'investissements et aussi pour les entreprises qui ont peut-être des DNA similaires. Si vous prenez Coca-Cola et Pepsi, vous allez avoir la ratio EV/EBIT, est à mon avis pertinent. Comme ça, en tout cas, de manière intuitive. J'ai pas été voir les comptes, mais ça devrait normalement être bon. Voilà, le pricing ratio, comme je dis, ils sont influencés par la structure de capital. Et comme j'ai dit, donc pourquoi? Parce que plus on a de la dette, plus on aura des charges d'intérêt à payer, tout simplement. Donc ça va diminuer les earnings, ça va diminuer les earnings. Le price to ratio, souvent le ratio d'évaluation le plus intuitivement utilisé par la plupart des investisseurs en actions. Pourquoi? Parce que price earning ratio faible, c'est souvent vu comme bon pour l'entreprise. C'est une sorte de signal d'achat. Pourquoi? Parce que le prix est relativement faible par rapport aux earnings, ou bien les earnings sont relativement élevés par rapport au prix de l'action. C'est ça que ça veut dire en fait. Donc voilà. Ce que je vais dire, ok. Le price to sell, c'est la même chose. C'est aussi un indicateur parfois d'achat. Pourquoi? Parce que price to sales faible, ça voudrait dire que le prix de l'action est bon marché par rapport aux sales, ou bien que les sales sont énormes par rapport au faible prix. Donc, un price to sales ratio faible peut indiquer tout simplement une sous-évaluation. C'est pour ça que ces deux ratios sont souvent utilisés. Maintenant aussi, quel est l'avantage d'utiliser ces quatre ratios-là? C'est qu'en fait, on en a deux qui est relatif à l'EV. On a EV EBITDA et EV sur revenue, et on a price to sales, price to earnings. Donc on en a deux qui vont nous donner une valeur d'entreprise et deux qui vont nous donner directement une valeur de l'action. C'est pour ça que je fais ça aussi dans cette vidéo-là, c'est pour avoir deux qui donnent directement le prix de l'action et deux qui vont nous donner l'enterprise value. Donc on va avoir une approche directe via le price to sales et le price to earning, et on va avoir une approche indirecte via l'EV EBITDA et EV EBIT pour trouver l'implied share price. Je vais y revenir sur cette manière de faire un peu plus tard dans la vidéo. Donc comme j'ai dit, voilà, les multiples sont vraiment relatifs au secteur. Comme vous pouvez voir, si vous faites de la télécommunication, ce serait bien d'utiliser enterprise value par les fiber miles. Si vous faites, par exemple, une entreprise qui fait de oil, dans le secteur de oil and gas, enterprise value sur EBITDAX, donc earning before interest, taxes, depreciation, depletion, amortization and exploration expense, sera judicieux. Pour les médias, par exemple Facebook, on a parlé de Facebook tantôt, EV user, subscriber, c'est super important. Les real estate, EV square footage. Donc en fait, le choix de vos ratios, de vos multiples, va être relatif au secteur dans lequel votre entreprise se trouve et relatif à votre entreprise. Comme j'ai dit, EV user, ça n'a aucun intérêt pour une entreprise comme Walmart. EV square footage, ça n'a aucun intérêt pour une biotech. Mais ça aura un très gros intérêt pour l'entreprise de real estate. Donc les quatre ratios que je vous donne ici, c'est une première approche, mais il en existe d'autres et c'est à vous de les choisir vis-à-vis de votre truc, de votre entreprise. Donc la première approche, donc maintenant on va rentrer via les deux approches, il y a la règle de 3 et le SMR, le Selected Multiple Range. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est tout simplement une règle de 3. Donc on va manipuler la formule de Levy-EBITDA.
Donc si on a EV sur EBITDA, ben, on prendra la médiane ou la moyenne des ratios EBITDA qu'on multipliera par l'EBITDA de la firme qui nous donnera l'implied EV. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend l'EV/EBITDA, donc ça c'est la moyenne et la moyenne et la médiane des ratios, qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement 10 fois, par exemple, les EBITDA de votre entreprise qui nous donnera l'enterprise value. Pareil, ici on prend la moyenne du price to sales, 0,40 fois les ventes par action de votre entreprise et nous donne le stock price. Donc on a deux approches, une approche directe par le sales per share et une approche indirecte par l'EV. Donc concrètement, voilà, on prend le multiple 12,54, on multiplie par l'EBITDA qui nous donne l'enterprise value. Et de cette enterprise value, on va déduire tout ce qu'il y a à déduire pour avoir l'equity. Donc c'était la formule qu'on a vue tantôt, la formule d'enterprise value. Donc on enlève la dette, le profit stock, le minute intéresse, on ajoute le cash et on trouve l'equity qu'on divise par le nombre d'actions en circulation, le share outstanding, et on a un implied share price. Ça c'est la première manière de faire. C'est l'approche par la règle. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc si je prends par exemple ici encore une fois la même chose avec l'EV revenu, on va prendre la médiane du ratio EV revenu, on va multiplier par les revenus de la firme qui va nous donner l'enterprise value, qu'on va déduire la dette, le profit stock, les minutes intéresse et le cash and cash équivalent. Et on va obtenir encore une fois l'equity value avec les revenus et on va avoir une implied share price. In fine, donc on a deux approches, une approche indirecte et une approche directe. Ici, si vous multipliez la moyenne du price to earning ratio directement par votre bénéfice par action, le earning per share, le PS, vous avez l'action directement. Ici, pas. Il faut encore faire toute cette petite gymnastique ici pour avoir l'implied share price. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est le prix de l'action. Et on parle bien d'une implied share price, pas d'une fair value. On peut aussi, si vous voulez, ça c'est libre à vous, combiner les deux ratios pour avoir une median implied share price. Donc, on va faire une combinaison de l'EV/EBITDA et l'EV/revenue. Donc, c'est bien de faire les deux approches, de faire d'abord EV/EBITDA séparé, EV/revenue séparé, et après de conjuguer les deux aussi. Moi, c'est ce que je fais. Donc, on va avoir tout simplement une equity value pour le ratio EV/EBITDA et une equity value pour l'EV revenu, ce qui nous donne ici, voilà, c'est tout simplement football based on median equity value, c'est pour voir la différence qu'il y a entre les deux. Donc il y a l'approche par EV/EBITDA qui est plus faible que l'approche par l'equity value, donc c'est juste pour voir le gap qu'il y a entre les deux. Après on va faire une moyenne, on va faire une moyenne de 2, on va faire 100 plus 100 divisé par 2 pour avoir l'equity value combinée, donc c'est simplement la moyenne des deux ici. Donc on a la target, donc d'ici à là, on prend le mean target, c'est la moyenne entre les deux, donc c'est ça plus ça divisé par ça, qu'on divise par le share outstanding et on a l'implied share price, tout simplement. Donc voilà. L'approche par le price to earning ratio, ici on l'a directement. C'est très simple, comme je dis, on prend le multiple, on prend multiplie par le PS, on l'a directement.